Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore une fois dans pas nécessairement le plus beau décor, mais on fait comme on peut, n'est-ce pas, pour une nouvelle vidéo Book Raider. Soit la vidéo qui va faire beaucoup trop grossir vos piles à lire parce que je vais vous parler de toutes les sorties 2025-2026 à ne pas rater. Donc installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé. C'est parti! Ça fait un moment que je fais les vidéos Book Raider, mais j'ai décidé de changer un petit peu la formule. Il va y avoir une première partie sur les sorties en français, ensuite on va regarder les sorties en anglais, qui sont quand même à surveiller même si vous ne lisez pas en anglais parce que ça peut annoncer de futures traductions. Et puis on terminera par les suites de séries. Il y a quand même pas mal de livres, donc vraiment j'espère que vous êtes bien installés. Je vais commencer par des livres qui viennent juste de sortir, je pense au moment où la vidéo paraîtra. Le premier c'est Meurtre et préjugés de Laurie Forêt, aka The Pumpkin Library sur Instagram. J'adore son compte, ça fait plusieurs années que je suis Laurie et que je suis ses aventures aussi d'autrice. Et donc dans Meurtre et préjugés, on va suivre Bess qui est une jeune femme qui va ouvrir son salon de thé-librairie, le rêve, dans un petit village des Cotswolds. Le rêve, encore une fois, sauf qu'il va y avoir une femme qui va mourir dans l'arrière-boutique de son salon de thé, une femme qui s'était complètement opposée à l'ouverture de ce salon de thé-librairie, et donc tous les soupçons vont se porter sur Bess qui va devoir enquêter pour s'innocenter. Bien sûr, on coche toutes les cases du Cozy Mystery classique que j'adore. On a le petit village des Cotswolds, où je vais d'ailleurs aller un peu plus tard cette année, donc si j'arrive à trouver une copie et la lire pendant que j'y suis, ce serait génial. On va essayer, je suis pas sûre que niveau timing ça passe, mais on va le tenter. On a le côté jeune femme qui ouvre sa boutique, salon de thé, librairie, un peu comme dans les thés meurtriers d'Oxford, et bien sûr la personne qui meurt à cet endroit-là, et qui donc fait porter les soupçons sur l'héroïne, qui va devoir enquêter. Genre vraiment, tout ce qu'on aime dans les Cozy Mystery est là, et j'ai très hâte de le découvrir. Le deuxième, c'est assez drôle, parce que c'est aussi un livre d'une personne que je suis sur Instagram. Je lis quasiment pas de livres de créatrices de contenu, et là il y en a deux d'affilée. C'est super rare, c'est la première fois que ça arrive, je pense. Et il s'agit de La malédiction des Waterdown de Marie Levski. Et donc là, il y a trois sœurs qui, à la mort de leur grand-mère, vont retourner dans le petit village d'Écosse d'où leur famille vient. Et ça se passe pas super bien entre elles, mais aussi avec les habitants du village. T'as l'impression qu'il y a une grosse ambiance lourde et tout, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec cette famille-là. Et à un moment, ils vont être invités à un bal masqué et y rencontrer les frères Graham, qui sont tous plus beaux les uns que les autres, et qui semblent initier entre elles et eux un jeu dangereux qui semble se répéter au fil des générations et qui pourrait bien mettre leur vie en danger. Donc il y a possiblement un petit côté surnaturel aussi, l'aspect village en Écosse et tout. Je me dis que ça pourrait être une très chouette lecture pour l'automne. Alors là, on change d'ambiance complètement, mais j'ai mis les livres en ordre de parution et il se trouve que celui-là sort le 1er octobre et il s'agit de Noël au Café des Oracles. Donc un petit bond dans le temps. On arrive à la période de Noël et il y a Gaïa qui est une étudiante qui se retrouve forcée à prendre un job étudiant dans un café qui se spécialise un petit peu en cartomancie, sauf qu'elle, elle déteste ça, et en plus elle déteste Noël, donc vraiment il n'y a rien qui va. En plus de ça, il y a un des serveurs du café qui lui tape sur les nerfs, wink wink, romance. Mais ce qui va surtout venir un peu bouleverser la vie de Gaïa, c'est que, un peu comme ça, là, elle va lire les cartes pour une influenceuse très connue, et ça va avoir des conséquences inattendues. Je trouve l'idée très fun, très mignon, je pense que ça va être vraiment un livre peut-être pas très profond ou quoi, mais qui pourrait être une chouette petite lecture distrayante autour des fêtes. Ensuite, il y a un des livres que j'attends le plus qui va sortir le 2 octobre. Une très bonne hérétique de Becky Chambers. Ma reine de la science-fiction, Becky Chambers, je l'aime tellement. Vous m'avez entendu déjà dire plusieurs fois, ça y est, j'ai tout lu d'elle, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et bien voilà, en octobre, je vais pouvoir lire Une très bonne hérétique, qui est un recueil de 5 nouvelles qu'elle a écrit, donc on n'est pas sur le même format que genre Les Voyageurs, ou même Un psaume pour les recyclés sauvages, on est vraiment dans des nouvelles, mais c'est du Becky Chambers. Je prends, donnez-moi, je le veux, je le veux. Celui d'après, c'est un livre qui, en fait, est dans ma pile à lire en anglais, mais j'ai vu qu'il sortait en français. Et comme il me tente énormément, j'avais envie de vous le faire découvrir aussi. Il sort également le 2 octobre et il s'agit de A Harvest of Hearts. La première chose qui m'a attirée sur ce livre, bon déjà la couverture, mais aussi le fait que ça disait que c'était un peu la même ambiance que dans Howl's Moving Castle,
Le château ambulant. Et j'avais beaucoup aimé le livre. J'ai aimé aussi le film de Miyazaki, mais j'avais adoré le livre de Diana Wynne Jones. Donc déjà ça m'a titillé un petit peu mon intérêt. Et le résumé me faisait un petit peu penser aussi à Déraciné de Naomi Novik, parce que là aussi on a un monde où il y a des gens sans magie et une minorité avec de la magie qui est un peu comme supérieure et qui survit en enlevant un petit peu des jeunes filles particulièrement belles et tout. Et un jour l'héroïne, Foss, qui elle n'a pas les caractéristiques physiques de celles qui se font enlever d'habitude, va être kidnappée par un magicien, découvrir un peu les secrets qui se cachent derrière la magie. Donc un peu la vibe de Déraciné, mais aussi ça me fait penser à l'école du bien et du mal d'un certain côté, avec une héroïne qui n'est pas nécessairement celle qu'on pourrait croire. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et d'ailleurs je m'en étais commandé une copie, mais elle est arrivée après que je sois partie de Montréal. Donc j'attendrai probablement d'être revenue parce que je pense que je le lirai en anglais, mais si jamais il vous intéresse, voilà, il sort en octobre en français. S'il y a une sortie que vous devez retenir maintenant de toutes celles que je vais présenter, c'est celle-ci qui sort le 8 octobre, The Will of the Many de James Islington. Ah, ce livre était incroyable. Ça va probablement être une de mes meilleures lectures de l'année. Et je partage l'avis de énormément de monde sur la sphère de lecture anglophone, parce que je pense que tous les gens que je connais, que je suis, l'ont adoré. C'était incroyable comme lecture. Le début fait assez classique, on va dire un petit peu Red Rising dans la vibe. Il y a eu plusieurs moments où je trouvais que ça m'y faisait penser, pas d'une mauvaise manière. On a un jeune garçon, Vice. Le nom en français, c'est un peu bizarre, mais Vice, qui survit comme il peut dans un pays où en fait les gens doivent payer une espèce de taxe en quelque sorte, qui est leur force vitale, leur énergie de vie. Ceux qui sont tout au bas de la hiérarchie, ils font que en donner. Ensuite t'en as au-dessus qui du coup sont déjà plus forts, plus résistants parce qu'ils prennent à ceux d'en dessous, mais eux aussi doivent en donner. Et il y a comme ça je pense 7 ou 8 niveaux, et en haut t'as quelqu'un qui prend l'énergie de milliers de personnes, qui est presque immortel, parce que tu gagnes de la force, tu gagnes de l'agilité, tu peux guérir, enfin vraiment presque en mode super-héros quoi. Sauf que ceux qui sont tout en bas, les pauvres, ils ont pas la meilleure vie qui soit. Donc Vice, lui, il essaye, comme je vous disais, de naviguer à travers ça. Il a jamais fait l'espèce de rituel qui fait que tu donnes ton énergie, ce qui est pas très bien vu par tout le monde, mais il survit. Et un jour, sa route va croiser celle d'un, on va dire un seigneur, pour rester assez général dans les termes, qui va, à travers des circonstances que je ne vais pas détailler, l'adopter et le faire infiltrer une école d'élite. Donc quand je vous dis que ça fait penser pas mal à Red Rising. Et donc Vice, une fois qu'il a cette école, sa mission un petit peu, c'est d'essayer de comprendre comment le frère de ce seigneur-là est mort. Sauf que Vice, il a aussi ses objectifs, lui, quand il va infiltrer cette école-là. Et tout ça, c'est un peu la première partie du livre, mais plus on avance, plus ça prend une direction différente, hyper intéressante. Et alors la fin, t'es comme... Ok, en fait, la base de l'univers, c'est pas du tout ce que je croyais, il y a autre chose et je veux savoir qu'est-ce que c'est. Et heureusement, la suite, The Strength of Few, sort cet automne. J'ai très hâte. Elle va d'ailleurs être dans ma liste, du coup, des suites tout à l'heure. Donc vraiment, ce livre-là, lisez-le, il est incroyable. Ensuite, le 9 octobre, il y a Rosace et Dragon qui sort. Et la première chose qui m'a attirée vers ce livre-là, la couverture qui est beaucoup trop cute, et le fait qu'il y ait des dragons. On est dans un univers où, en fait, chaque personne est liée à un dragon à sa naissance, que je trouve déjà hyper cool. Est-ce que je peux aller là-bas? Merci, s'il vous plaît. J'adorerais. Et le héros du livre, en fait, ne le vit pas très bien, parce que le dragon à qui il est lié, elle est rose, elle est petite, elle est bavarde. Elle correspond pas trop à l'image qu'on se fait d'un dragon féroce. Mais bon, il n'y a pas le choix, c'est son dragon, il est lié avec elle. Et l'histoire va commencer alors que Karl, qui a 17 ans, va prendre son premier emploi de vitrier pour poursuivre son apprentissage auprès de son père. Et sur le chantier sur lequel il travaille, il va y avoir un énorme acte de vandalisme et tous ces vitraux vont être détruits par un dragon. Il va donc décider de mener l'enquête pour voir qui est le coupable. Une petite enquête avec des dragons, oui c'est du young adulte, mais j'avais vraiment envie de le tenter quand même. On poursuit avec un autre livre qui est aussi dans ma pile à lire en anglais, ou plutôt dans ma wishlist, parce que je ne l'ai pas encore acheté, mais j'attendais sa sortie pendant très longtemps, il a été beaucoup repoussé. C'est The Notorious Virtue de Alwyn Hamilton, qui va sortir le 16 octobre, et c'est l'autrice en fait de Rebelles du désert que j'avais adoré il y a
très longtemps. Je sais pas si j'aimerais toujours autant maintenant, mais j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Et son nouveau The Notorious Virtue, je pense que ça fait déjà 2 ou 3 ans que je le vois affiché en va sortir et qu'il est repoussé. Là, normalement, je pense qu'il est sorti en anglais et donc je vais vous parler de la sortie française parce que je suis sûre que je suis pas la seule qui avait adoré Rebelle du désert et qui attendait que l'autrice sorte autre chose. En plus, c'est un livre qui parle d'une compétition magique et je ne peux pas résister à ça. L'héroïne Nora est l'héritière de la plus grande famille du pays. C'est les plus puissants, c'est les plus riches et ceux qui ont vraiment comme le dominium sur toute la magie du royaume, mais sa mère va être trouvée morte, assassinée, ce qui vient un petit peu comme redistribuer les cartes du pouvoir, et pour prouver qu'elle a sa place et qu'elle peut rester héritière en fait, elle va devoir participer à une compétition magique à laquelle va aussi participer Lot, qui est comme sa cousine illégitime. Donc j'ai l'impression qu'on va vraiment avoir les deux perspectives dans l'histoire des deux jeunes filles qui participent à la compétition. Et je suis très intriguée de voir comment Alwyn Hamilton va créer un univers magique, quelles vont être les règles et tout ça. Vraiment, encore une fois, du young adulte, mais il va faire partie de mes exceptions que je veux quand même lire. Un autre livre que j'ai déjà lu et que je voulais vous recommander, c'est Love Light Farms de Becky Borison. Là aussi, on est sur de la romance des fêtes. C'est une trope Friends to Lovers, ce qui n'est pas du tout ce que je préfère d'habitude. En plus, là, on est vraiment dans une situation où les deux sont amoureux l'un de l'autre, on le voit très vite, mais c'est parce que ils osent pas briser leur relation et potentiellement se perdre. Donc le manque de communication fait que voilà, ils ne franchissent pas le pas. Mais j'avais quand même vraiment trouvé l'ambiance super chouette. Il y a en fait l'héroïne qui a une ferme de sapins de Noël, ce qui est quand même hyper cool. Donc on est vraiment ambiance petite ville, activité autour de Noël. Et puis en fait, ce qui va faire que leur relation va changer, c'est que elle va tourner une espèce d'émission qui présente des destinations romantiques pour les vacances de Noël. Et donc on lui dit, ce serait quand même mieux si toi aussi t'étais en couple. Donc elle va demander à son meilleur ami de prétendre être son copain. Et c'est là que les choses vont un petit peu déborder. Le prochain livre était une de mes sorties les plus anticipées de 2025. Je ne l'ai pas encore lu parce que pareil, il sortait au moment où je partais du Canada. En anglais en tout cas, puisque en français il s'en vient le 5 novembre. Et je suis vraiment contente de voir ça parce que c'est sûr que ça va être un gros succès. Il s'agit de The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy. Toutes les box anglophones, je pense presque les plus grosses, on va dire, ont fait une édition de ce livre. Vraiment, il a une pub incroyable et je ne doute pas que ça va être la même chose quand il va sortir en français, que tout le monde va se jeter dessus. C'est une romance Enemies to Lovers et il me semble que au départ c'était une fanfiction de Ramion. Et puis bon, après, ça a été retravaillé et tout. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup participé à son succès, c'est qu'il y a plein de gens qui connaissaient la première version à l'époque où c'était sorti en ligne et tout, et qui donc ont vraiment soutenu le travail de l'autrice. Je vais vous lire le résumé parce que c'est assez court. Osric Mordaunt, assassin, membre de l'ordre Firen, est atteint d'un mal que nul ne sait guérir. Et, parce que la vie est prodigieusement ironique, la seule qui semble pouvoir l'aider est Orienne Ferim, guérisseuse, membre de l'ordre ennemi Aelin. Contrainte de collaborer, rien ne force la scientifique et le tueur à s'apprécier. Que voulez-vous? C'est la haine au premier regard. Voilà, romance, enemies to lovers, 100%, ça ne s'en cache pas. Mais si elle est bien faite, ça peut être génial. Et j'ai bien envie, je pense, de la proposer en lecture commune sur mon Patreon, parce que je pense qu'on va être plusieurs à être très intéressés par ce livre-là. Maintenant qu'on a fait le tour des sorties françaises qui ont attiré mon attention, on va passer à celles en anglais, en commençant par une que j'attends aussi avec énormément d'impatience. Bon, je les attends toutes avec impatience, mais ça va particulièrement. Il s'agit de Dream Dark de Laini Taylor, qui je pense sera probablement traduit, vu que tous ces autres livres ont été traduits. Techniquement, c'est pas une nouveauté, c'est une réédition d'une série qu'elle avait sortie en 2007, il me semble, où on a une jeune fée, fairy, je suis pas sûre comment ça va être traduit en français, mais là on est vraiment avec des fées avec des petites ailes et tout ça, qui vit dans la forêt, qui a repris le flambeau un petit peu d'une ancêtre qui est de chasser les démons qui s'échappent de leur royaume, et qui un jour va être confrontée à un démon incroyablement puissant et qui va essayer avec sa petite bande
de sauver son royaume. Donc on est vraiment sur un schéma quand même assez classique, mais je suis intriguée de voir un peu une représentation des fées qui change de ce qu'on voit dernièrement, genre les fées super sexy et tout ça et tout ça. Et puis c'est Laini Taylor, donc je veux le découvrir absolument. Et d'ailleurs, j'ai pris un ticket pour le Yalc à Londres parce que je vais être dans le coin au moment où ça va se dérouler et Laini Taylor y sera. Donc je vais enfin pouvoir la rencontrer et j'ai trop hâte. Ensuite, on a Cinder House qui sort le 7 octobre, un livre de Freya Marks que j'aime beaucoup pour sa trilogie A Marvelous Light qui est sortie en français, qui a été traduite. Et dans celui-là, en fait, comme le titre l'indique, c'est une réécriture de Cendrillon, mais l'héroïne Ella est morte en fait. Elle a été assassinée à 16 ans et depuis son fantôme est piégé dans la maison de son père et les seules personnes qui peuvent la voir, c'est sa mère et ses belles-sœurs. Donc on sent bien la vibe un petit peu Cendrillon. Un jour, elle va avoir l'opportunité de passer un marché avec un espèce de marchand ambulant qui est un peu comme du coup la marraine bonne fée, je pense, équivalent, qui va lui offrir l'opportunité de passer 3 nuits où elle va pouvoir un peu comme rejoindre le monde des vivants, qu'elle va pouvoir re-avoir du contact avec du monde et tout. Donc je trouve que c'est très original parce que on n'a pas les 12 coups de minuit, mais on a quand même cette deadline de 3 nuits avant qu'elle ne retourne à l'état de fantôme. C'est présenté comme une romance queer, gothique, qui est parfaite pour les fans de Naomi Novik et T. Kingfisher. C'est de moi que vous parlez, je pense. Le prochain livre, c'est un autre B.K. Borison, et je sais pas si c'est une info avérée, parce que je trouve ça un peu particulier, mais apparemment il sortirait le 7 octobre en anglais et le 8 octobre en français. Il y aurait une sortie simultanée. Je me suis basée sur Booknode pour regarder les sorties en français, donc je sais pas à quel point c'est véridique, mais si c'est le cas, c'est cool. Et il s'agit de Good Spirits, ou L'Esprit de Noël en français. La couverture est trop belle. Et c'est une réinterprétation de un chant de Noël de Dickens, donc déjà ça m'a attirée, avec le côté romance, avec cette couverture-là, j'étais comme oui, je veux le lire, et même s'il y a une édition spéciale, probablement que je la veux aussi. La phrase d'accroche, c'est quand même « He's the ghost of Christmas past, she's not exactly Scrooge ». Donc, il est le fantôme des Noëls passés, elle est pas tout à fait une Scrooge. Et donc, en fait, lui, il vit sa vie de fantôme des Noëls passés, il s'apprête à faire son boulot, comme tous les ans, d'aller faire le rappel au Scrooge de la Terre, de qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. Sauf qu'il va croiser la route de Harriet, qui vit sa petite vie normale, qui est quand même plutôt une bonne personne, et il va un peu tomber sous son charme, ils vont commencer à discuter et tout, et ils vont réaliser au final que son passé à elle cacherait certains secrets qui peut-être les relieraient. Alors je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, ce côté B.K. Borison, avec une romance un peu paranormale, surnaturelle, mais vu la thématique, ça me rappelle The Afterlife of Holly Chase, que j'avais adoré en plus, et le fait que on joue avec Christmas Carol de Dickens, je veux lire. Mais vraiment là, la date de parution, j'ai plein d'informations contradictoires. Donc je pense qu'il va falloir attendre et voir. Mais il sort cet automne, au moins en anglais. Ensuite, le 14 octobre sort Dead and Breakfast, dont je vous ai déjà parlé dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, où en couple de vampires, Arthur et Sal ont ouvert leur Airbnb, et tout se passe bien pour eux deux, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui meure avec des marques de morsure dans le cou, donc bien sûr, ils vont se retrouver accusés, et on est dans un cozy mystery, ils vont mener l'enquête pour s'innocenter. J'aime l'idée d'un cozy mystery avec des vampires, en plus le côté bed and breakfast. Je suis très très impatiente de le lire, et lui aussi j'aimerais bien le lire pendant que je serai dans les Cotswolds. Vu la date, je pense que ça passe. Si genre, dès que j'arrive à Londres ou à Oxford, je vais dans une librairie et que je l'achète, on est bon. Ce serait pas trop choquant que je fasse ça. Le 14 octobre sort Female Fantasy, et je suis très fan de la couverture, un petit peu comme si tu voyais quelque chose à travers et tout, j'aime beaucoup l'idée. L'intrigue, ça pourrait vraiment être hit or miss par contre, mais j'ai envie de le tenter. L'héroïne, Junie, elle a toujours été comme déçue par les hommes réels, et donc elle préfère s'imaginer vivre dans un univers de fantasy avec son book boyfriend, et voilà. Elle en a un en particulier qu'elle aime beaucoup, et à un moment elle va découvrir que l'autrice l'a basé sur un de ses meilleurs amis, et donc elle va dire je vais aller le rencontrer, si en fait il est basé sur une personne réelle, c'est l'homme de ma vie, je le veux. Et donc elle va faire un road trip pour aller le rencontrer, sauf que
pour faire un road trip, il faut une voiture, et elle est obligée d'emprunter la voiture de son frère qui lui dit « Ok, je te la prête, mais il faut que mon ami puisse participer parce qu'il doit aller, je sais pas où, les devants. » Et elle le déteste. Mais on doit faire la route ensemble. Est-ce que vous voyez venir l'idée qu'au final, pendant le voyage, elle va se rendre compte que le meilleur ami qu'elle déteste, il est pas mal comme vrai boyfriend? J'ai lu un livre récemment avec un peu le même style de trope où l'héroïne est persuadée que l'homme de sa vie c'est telle personne, alors qu'au final on voit rapidement que c'est l'autre qu'elle connaît depuis un certain temps et qu'elle déteste. Et c'est vraiment, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais je trouve l'idée intéressante et j'ai quand même envie de le tester. Tout à l'heure je vous ai parlé d'une réécriture de Cendrillon, là je vais vous parler d'une réécriture de La Belle et la Bête. Je ne peux pas résister dès que je vois ça. Il s'agit de Kill the Beast, qui va sortir aussi le 14 octobre, et qui est présenté comme le Witcher rencontre le château ambulant. Décidément, tout est château ambulant. Mais vraiment, je ne peux pas dire non à une réécriture de La Belle et la Bête, ça m'est physiquement impossible. Encore une fois, on nous dit que c'est une cozy fantasy avec un soupçon d'aventure parfait pour les fans de Naomi Novik et Tim Kingfisher. Je pense que les gens qui ont écrit ces descriptions savaient que j'allais les lire et donc ont mis tout ce qu'il fallait pour que je veuille acheter le livre. En gros, l'héroïne Lisa a perdu son frère qui a été tué par une bête féerique monstrueuse, la bête, et elle va donc décider de le venger et de tuer la bête. Kill the Beast, comme dit le titre, comme dit la chanson dans le Disney. Donc elle va se mettre en route et elle va croiser Aldéric, qui est un peu comme un Gaston. En tout cas, en apparence, il ressemble plus à un Gaston qu'à autre chose. Il est riche, mais il est un peu niaiseux. Mais ils vont pas avoir le choix que de s'associer ensemble pour essayer de trouver tous les ingrédients pour construire une espèce d'arme magique pour tuer la bête, parce que bien sûr, c'est une bête enchantée, tu peux pas la tuer avec une épée normale. Et donc, ils vont se lancer ensemble un petit peu dans cette quête pour forger cette épée magique et pouvoir ensuite tuer la bête, ce qui va être l'occasion, je pense, pour les deux d'apprendre à mieux se connaître. J'ai plusieurs hypothèses sur qu'est-ce qui se passe dans le livre. J'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que si l'écriture de l'autrice me plaît, je vais adorer ce livre-là. J'espère. Un autre livre que je vais probablement acheter quand je serai en Angleterre. Heureusement, ce coup-ci, je rentrerai en train et pas en avion. Le prochain livre rentre vraiment dans une trope qu'on a vu exploser en 2025. Je sais pas si tout le monde a eu la même idée ou quoi, mais c'est celle de Lady Knight, donc une femme chevalier. Il y a eu plein de livres qui sont sortis avec cette trope-là, en tout cas en anglais, mais j'imagine ils vont s'en venir en français, en tout cas pour certains d'entre eux. Et donc, il s'agit là en particulier de The Everlasting de Alexis Harrow, dont je voulais vous parler. Il sort le 28 octobre, et si vous regardez mes vidéos, vous savez que Alexis Harrow, c'est une de mes autrices préférées, ou en tout cas une de celles dont j'achète les livres automatiquement. Et pour le coup, je suis à jour. Il me reste des histoires courtes qu'elle a écrit à lire, mais sinon, j'ai lu tous ses romans. Et en principe, quand un nouveau sort, je n'attends pas trop parce que je suis extrêmement fan de son écriture. À chaque fois, c'est des livres aussi qui sont hyper féministes, avec des personnages féminins qui sont très bien écrits, l'aspect magique aussi hyper intéressant, vraiment, j'adore. Et puis en plus, c'est une espèce de réinterprétation de la légende arthurienne qui est autre chose que j'adore. Il y a 3 trucs, en fait, si vous voulez me faire lire un livre que j'aime, c'est les réécritures de La Belle et la Bête, les réécritures de la légende arthurienne et les réécritures du mythe d'Hercule. Ces 3-là, j'adore depuis que je suis toute petite. Et donc, dans celui-là, en fait, c'est l'héroïne qui, il y a très longtemps, a sorti l'épée de la pierre et est devenue une légende. Le résumé est très très bref, donc c'est un petit peu dur de voir où va s'en aller l'histoire, mais ce qu'on nous dit, c'est que cette jeune fille, cette chevalière, un peu malgré elle apparemment, va s'allier à un historien pas si héroïque que ça, dans une quête épique à travers le temps. Et ça me tente, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Genre Alexis Harrow, réinvention autour de la légende arthurienne, je signe, je le veux. Le 11 novembre sort un livre qui m'intrigue beaucoup, qui s'appelle The Lost de Sarah Beth Durst, qui est celle qui écrit La Petite Boutique au Sortilège. En fait, lui aussi, c'est une réédition d'un ancien livre qu'elle a écrit au début des années 2000, et apparemment, il a été updaté, la fin a été changée et tout, donc, enfin, peut-être pas changée, mais en tout cas, il y a eu des changements dans l'intrigue, et je trouve assez différent de ce qu'elle a écrit avant, peut-être toujours cosy, mais pas la même vibe.
que la petite boutique au sortilège. On a une jeune femme, Lorraine, qui essaye de fuir son passé et certaines difficultés qu'elle a vécues et qui se trouve à arriver à The Lost. Et elle peut plus en ressortir jusqu'à ce qu'elle soit trouvée. Il y a l'air d'avoir un petit côté magique aussi là-dedans. Réflexion personnelle un petit peu, redécouverte de soi. Je sais pas trop ce que j'en pense, mais j'ai envie de le tester. On va faire un petit bond dans le temps. Là, on va aller vers les sorties de 2026 parce que pourquoi pas. Et je voulais vous parler de peut-être ma sortie de 2026 la plus attendue, ou une d'elle en tout cas, The Swan's Daughter de Roshani Chokshi, une autre de mes autrices préférées. En même temps, c'est normal qu'on en retrouve beaucoup ici, vu que c'est les sorties que j'attends le plus. Et donc celui-là, il sort le 6 janvier 2026. Et ça a l'air vraiment d'être très conte de fées comme histoire. On a un prince, Harris, qui a reçu une espèce de bénédiction qui lui porte plus préjudice qu'autre chose quand il était jeune, où en fait, c'était écrit que pour diriger le royaume, quelqu'un avait besoin d'avoir sa main et son cœur. Ce qui fait que en fait, ça a été interprété assez littéralement, et les gens se disent, bon ben s'il le tue, il récupère son cœur. Et donc, il a toujours eu peur de se marier parce qu'il se dit, ben une fois qu'on m'aura épousée, ma femme elle a juste à me tuer, puis elle va devenir reine du royaume. Donc pour lui, la seule solution, c'est de trouver quelqu'un qui va l'aimer véritablement. Sauf que ses parents, je sais pas trop pourquoi, ils ont l'air de s'en foutre de la vie de leur fils, mais ils vont organiser une compétition pour qu'il se trouve une future reine, donc avec plusieurs jeunes femmes qui potentiellement veulent le tuer. Et une d'entre elles, Demelza, est un cygne, donc elle se transforme en cygne, j'imagine qu'elle n'est pas tout le temps sous une forme de cygne, qui elle a un pouvoir particulier, quand elle chante, elle ne peut dire que la vérité. Donc il se dit, bah, je vais pouvoir l'utiliser pour voir laquelle de mes potentielles future femme veut me tuer et laquelle m'aime vraiment. Et je sais pas trop comment l'histoire va finir parce que quand même le sous-titre du livre c'est Possibly Doomed Love Story. Ça fait un petit peu peur, mais j'ai très très hâte de découvrir l'histoire parce que je trouve que Roshani Chokshi, les livres que j'ai préférés d'elle, c'est ceux qui s'orientaient autour de réécriture de contes ou de légendes. Donc vraiment, potentiel 5 étoiles de 2026, très fort. Celui d'après, je vous en ai déjà parlé, mais je pense qu'il a été repoussé au 20 janvier 2026, c'est How to Lose a Goblin in 10 Days, où en fait 2 personnes, dont un goblin et l'autre un équivalent d'un hobbit un petit peu, vont hériter du même cottage, et donc ils vont faire une espèce de défi où ils vont avoir 10 jours pour essayer de faire partir l'autre. Et celui qui reste, celui qui remporte, va hériter du cottage. Donc en fait, ils vont tout faire pour essayer de faire partir l'autre, mais il se pourrait que, chemin faisant, il y ait des sentiments qui se développent. Ça a l'air cosy, c'est présenté vraiment comme une rom-com fantasy, et ces derniers temps, j'en ai lu quelques-unes que j'ai bien aimées, donc je suis bien partante pour ça là aussi. Ok, le prochain, c'est ma vraie sortie la plus attendue de 2026, puisqu'il s'agit du prochain Heather Fawcett, Agnes Aubert's Mystical Cat Shelter. Ce livre-là, il y a tout pour me plaire, il y a tout. Bon, déjà, la couverture est sublime, mais en plus, ça va parler d'une femme qui dirige, qui possède un refuge pour chats à Montréal dans les années 20 et qui va devoir demander l'aide d'un sorcier quand son refuge est en danger. Des chats, Montréal, écrit par Heather Fawcett. Oui, j'ai trop hâte. Et il sort le 17 février. Encore un petit peu de patience. Mais dès qu'il sort, je vous le dis, je l'achète, je le lis. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Le prochain livre, je l'ai ajouté à cette liste parce qu'il était vraiment présenté comme pour toutes les personnes qui sont en manque de dystopie, comme Hunger Games et tout ça. Et il s'agit de To Cage a Wild Bird de Brooke Fast. Et là, on est dans un univers sans pitié, en même temps c'est une dystopie, où en fait, si tu commets un crime, tu vas être emprisonné à Handlock, une prison dont tu ressors pas vraiment parce qu'en fait, après, les détenus vont se retrouver forcés, obligés à partager à des jeux, à du divertissement pour les plus riches. On retrouve une idée que je pense est quand même pas mal réinterprétée dans plusieurs dystopies auxquelles je peux penser, ou en tout cas autour de cette thématique-là. Et en fait, l'héroïne Raven, c'est une bounty hunter, chasseuse de tête, comment ça s'appelle ? En gros, elle est payée pour retrouver des gens. Et un jour, son frère, elle, va se faire accuser d'un crime et être envoyée à Handlock. Et donc pour le sauver, elle va se faire arrêter elle-même. Et puis une fois qu'elle est dans la prison, ça risque d'être un peu difficile. C'est présenté aussi comme une romance interdite.
Donc je sais pas trop, j'allais dire, j'espère que c'est pas avec un gardien de prison, et puis là je vois le résumé qui dit « The prison guard who steers something deep inside her ». Donc quoi, je m'en bats. Ok, on va lui laisser sa chance quand même. On va lui laisser sa chance. Preuve que je devrais vraiment lire les résumés jusqu'au bout. J'ai ensuite mis Hell's Heart de Alexi Hall dans ma liste, qui sort le 10 mars. Et Alexi Hall, c'est un auteur que je connais pour ses romances queer. Et là, c'est son début en science-fiction. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. L'univers a l'air très intéressant parce que, bon, la Terre a été détruite complètement. Les humains survivent plus ou moins bien dans l'espace, aidés par des grosses corporations et tout ça. Ça a pas l'air d'être le fun tout le temps. Et en fait, le narrateur est quelqu'un qui... fait un peu des petits jobs dans l'espace et à un moment va prendre une commission pour un voyage pour retrouver, pour aller puiser une certaine substance qui permet en fait aux humains de survivre dans l'espace, et elle va se retrouver très attirée par le capitaine du vaisseau. Il y a l'air d'avoir un petit côté psychédélique, je sais pas comment l'expliquer plus, dans l'histoire, ce qui ressort aussi un petit peu dans la couverture, donc je suis vraiment intriguée de voir qu'est-ce que ça va donner. Alexi Hall en science-fiction, mais toujours avec de la romance. Le prochain, c'est un tout nouveau, je l'ai littéralement ajouté hier. Il sort le 7 avril et il s'agit de The Ending Writes Itself de Evelyn Clark, qui est en fait un nom composite pour plusieurs auteurs qui ont l'air de vouloir cacher leur identité. Je vais vous lire les premières phrases parce que je trouve que ça parle beaucoup mieux que ce que je pourrais faire moi. 6 auteurs, une île privée, 72 heures pour écrire la fin qui va changer leur vie. Dans cette maison, on trouve des auteurs, pas des meurtriers. Vous créez des crimes, vous ne les commettez pas. Et pourtant, un auteur l'a fait. Et donc, qui serait mieux placé qu'un autre auteur pour le démasquer? Donc vous comprendrez bien qu'on a le côté whodunit avec une retraite d'auteurs en fait qui sont sur une île, et il y en a un qui va commettre un crime, et un autre qui va essayer de trouver qui l'a commis. Vraiment un schéma assez classique, mais qui m'intrigue vraiment. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté un petit peu original dans l'histoire qui va sortir au fur et à mesure de la lecture. En tout cas, il me tente vraiment beaucoup. Et enfin, le dernier livre dont je veux vous parler dans les sorties en anglais, c'est West of Wicked de Nikki St. Crow, qui, comme le titre l'indique, est une réécriture de Wicked, Magicien d'Oz, parce que Wicked c'est déjà une réécriture du Magicien d'Oz. En tout cas, ça se passe dans cet univers-là avec Dorothée, la sorcière, tout ça. Le résumé reprend vraiment le même résumé que si on lisait le Magicien d'Oz, donc je sais pas comment ça va être réinventé, mais je suis quand même très curieuse de le découvrir. On en arrive à la troisième partie de la vidéo, qui est la partie sur les suites. Je vais aller un petit peu plus vite sur cette partie-là, parce que si vous êtes intéressé par les suites, c'est que vous avez déjà lu le premier tome. Donc on commence avec Thief of Night de Holly Black, qui est la suite de Book of Night, et qui sort le 23 septembre, donc il devrait être sorti juste avant cette vidéo aussi d'ailleurs. Je l'attends depuis des années, Book of Night est mon livre préféré de Holly Black. Je sais que c'est une opinion pas très populaire, mais moi j'avais adoré l'univers qu'elle avait créé. Et donc j'attends impatiemment cette suite. En plus c'est une duologie, donc ce sera la suite et fin. Je l'ai d'ailleurs mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, parce que je suis sûre que je ne vais pas attendre pour le lire. Une BD pour changer un petit peu, le tome 15 de Princesse Sarah de Audrey Alouette et Nora Moretti, qui va sortir, et je pense qu'elle a dit que c'était le dernier. Je suis très fan de cette BD, de la réinterprétation du personnage de Sarah qui a été fait par Audrey Alouette, et les dessins sont sublimes. J'ai très hâte de le découvrir. Le 25 septembre sort aussi Uncharmed, qui se passe dans le même univers que Bewitched, que je n'ai pas encore lu, mais que je devrais lire en octobre avec les Capas, c'est notre lecture commune. Donc, une autre histoire de sorcières, un peu comme The Very Secret Society of Irregular Witches, qui a aussi eu sa suite. Ça me tente. Je dis ça, j'ai pas encore lu le premier tome, faudrait peut-être que je commence par ça quand même. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes parmi vous qui lisent Cavalier Vert, c'est quand même une très vieille série qui n'en finit jamais, mais le 30 septembre sort apparemment ce qui va être le dernier tome du deuxième arc, qui est Falling in a Sea of Stars, qui va peut-être être le dernier tome tout court que je vais lire, parce que c'est quand même une série qui a été commencée dans les années 90, et à un moment... ça suffit quoi. Les tomes sont toujours bien, mais je veux que ça s'arrête, je veux que le personnage arrête de souffrir. Donc peut-être que je vais m'arrêter là si il y a une conclusion à cet arc d'intrigue là. Dites-moi s'il y a d'autres personnes qui le lisent, parce que des fois je me sens un peu seule à lire cette série qui date vraiment. Ensuite, je vais vous parler de 2 suites, parce qu'en fait ils ont déjà annoncé le tome 6 et le tome 7. Je pense que c'est là qu'on en est, de
la série de niveaux qui s'appelle Les Collines Chantantes, donc A Mouthful of Dust qui sort le 7 octobre et A Long and Speaking Silence qui sort le 5 mai 2026 pour le coup. Donc vraiment ils prennent de l'avance avec cette série. Les premiers tomes sont sortis en français, le tout premier c'est L'impératrice de sel et de fortune. J'adore cette série, ces novellas, j'arrive à me tenir à jour aussi. Donc là il faut juste que je suive le rythme parce que quand même 2 qui sortent en 6 mois, c'est beaucoup. Oh. Le prochain, c'est la suite que j'attends le plus, je pense, avec Thief of Night. Il s'agit de Mate de Hallie Hazelwood, qui sort aussi le 7 octobre. Donc dans le même univers que Bride, mais avec d'autres personnages. Petite romance paranormale. Encore une fois, il sera acheté à Londres. J'ai tellement hâte de le lire. Oh, j'espère l'aimer autant que Bride, s'il vous plaît. Le 14 octobre sort aussi Road Trip with a Vampire, qui du coup est le 3e tome dans la série de romances de Jenna Levin. Je vous ai déjà parlé de My Roommate is a Vampire et My Vampire Plus One dans des vidéos précédentes. Donc là, c'est son prochain, et puis j'imagine qu'il va y avoir un road trip avec un vampire. Une suite qui sort en français cette fois-ci, mais j'ai toujours pas lu en anglais d'ailleurs, c'est La librairie du cinnamon roll de Laurie Gilmore, qui sort le 22 octobre, donc qui est la suite du Pumpkin Spice Café. Pareil, on est toujours sur une petite romance dans une petite ville, et puis là, c'est l'héroïne tient une librairie. Et il va y avoir des cinnamon rolls, j'imagine. En tout cas, l'ambiance a l'air très automnale, et je me dis peut-être que j'arriverai à le caser entre 2 autres lectures en livre audio, on va voir. On va voir. Une sortie qui est attendue par pas mal de monde et qui s'en vient le 11 novembre, c'est Brigands and Breadsticks de Travis Baldree, donc l'auteur de Legends and Latte et Saga et Sable d'Os. Donc je pense que le 3e tome s'en viendra aussi en français, donc cette fois on est après Legends and Latte, c'est une vraie suite où on va toujours suivre Vive l'orque dans ses aventures. Cosy. Je vous en ai déjà parlé aussi, mais le 11 novembre sort The Strength of the Few, donc la suite de The Will of the Many. Je pense qu'une fois que vous aurez lu le premier tome en français, vous aussi, comme moi, vous aurez très hâte de lire la suite. Olivia Dade revient avec une autre romance qui s'appelle Second Chance, qui sort le 25 novembre et qui se passe dans le même endroit que At First Bite. Donc, comment ça s'appelle? Harlot Bay. Une petite romance contemporaine par Olivia Dade. Je sais que je vais adorer, j'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai juste besoin de l'acheter. Le prochain, c'est un tome qui est déjà sorti en anglais, mais qui va sortir en français le 3 décembre. Et en fait, j'attends la sortie en français pour le lire, pour qu'on puisse le lire avec mes Patreons, parce qu'on a déjà lu les tomes 1 et 2 ensemble. Et il s'agit de The Undercutting of Rosie and Adams. Donc je sais pas exactement comment ils vont traduire le titre, mais c'est le 3e tome dans l'univers de la ballade de Heart and Mercy. Donc une fantasy romance avec l'écriture de Megan Bannon. J'ai adoré Heart and Mercy, c'est un de mes livres préférés de 2024. J'ai beaucoup aimé le 2e tome. Je pense que le 3e, les personnages vont beaucoup me plaire. Si on passe en 2026 maintenant, je pense que un des livres que je vais le plus attendre, c'est le 3e tome de Alex Stern, donc la suite de La 9e maison et Jusqu'en enfer, qui devrait sortir. J'ai tellement hâte. J'adore cette série, j'ai beaucoup aimé le 1er tome. J'ai aimé la direction que prenait le 2e. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec le 3e. Je sais pas si ce sera le dernier ou pas, mais je suis prête. Si vous avez suivi un petit peu mon projet, ça suffit. Vous allez voir que les 2 prochaines sorties, c'en est pour lesquelles je suis à jour dans les séries. Ce qui est une grande satisfaction. Le premier, c'est le prochain tome des Enfants indociles de Shannon Maguire. Parce que c'est ça le titre en français, je me souviens jamais. Qui s'appelle Through Gates of Garnet and Gold et qui sort le 6 janvier. Je ne sais pas s'il continue à traduire les tomes en français ou pas, mais on doit en être au tome 10, genre, en anglais. C'est une série que j'espère quand même qui va bientôt se terminer. Et le prochain, c'est aussi un tome 10, en fait. Vraiment, qu'est-ce qui se passe avec ces séries qui n'en finissent pas? Genre même quand j'aime là, j'aime bien quand ça se termine les séries à un moment quand même. Et donc, je vous parle du 10e tome de Veronica Speedwell de Diana Rayburn que j'ai rattrapé en fait il y a à peine quelques mois et qui s'appelle A Ghastly Catastrophe et qui sort le 3 mars 2026. J'ai aucune idée de quand est-ce qu'elle planifie d'arrêter la série en fait. Peut-être qu'il va y en avoir encore 10 autres, ce serait possible vu que c'est un format un peu enquête à chaque fois. Tout est possible. Avant-dernier livre dont je veux vous parler, Dark Abound de T. Kingfisher, encore elle, qui sort le 25 août 2026, donc là on est vraiment loin dans le futur. Mais en fait c'est la suite de Sword Heart, que je pense qu'il y a des gens qui attendent depuis au moins 10 ans, parce que Sword Heart c'est un de ces anciens livres
que j'ai lu au printemps, je pense. J'espère aussi qu'il sera traduit, parce qu'il y a eu certains de ces livres qui l'ont été récemment, donc je me dis peut-être qu'ils vont aller repêcher les autres. Mais elle a sorti il y a vraiment très longtemps, et là il va y avoir enfin une suite. Moi c'est parfait, parce que j'aurais lu Sword Heart en 2025, et je vais lire la suite en 2026. Mais je pense aux pauvres personnes qui l'attendent depuis tellement longtemps, et je suis contente pour elles. Donc une autre romantaisie, dans le même univers que Sword Heart, mais avec un autre des personnages. Et j'ai bien hâte aussi, parce que c'est moins horrifique que d'autres choses qu'elle fait, donc je sais que j'ai un peu plus de chance d'aimer quand même. Et puis je voulais faire une mention spéciale pour terminer la vidéo pour Silverborn de Jessica Townsend, qui est le 4e tome, si je me trompe pas, de Nevermore, qui est déjà sorti en anglais, mais je sais pas quand est-ce qu'il va sortir en français, il y a toujours pas de date affichée, et j'ai vraiment envie de le lire, mais j'ai lu tous les 3 premiers tomes en français, donc j'ai pas envie de changer la langue maintenant, donc j'attends. Puis c'est pas comme s'il y avait pas plein d'autres livres à lire en attendant aussi, mais lui il me tente quand même beaucoup. Donc je surveille et j'espère qu'à un moment, je pense que c'est Pocket Jeunesse qui les faisait, ils vont annoncer sa sortie en français. On espère, on espère. Et on en arrive enfin à la fin de cette vidéo. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue, mais j'avais beaucoup de livres à vous présenter. Je pense pas que j'en referai avant 2026 du coup, parce qu'on est quand même allé assez loin. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. J'espère aussi que vous avez aimé cette nouvelle un peu structure que j'ai faite pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me dire vous quelles sont les sorties que vous attendez le plus pour fin 2025, début 2026. Et lesquelles parmi celles que j'ai mentionnées sont sur votre radar. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji carnet. Parce que j'espère que vous avez pris des notes. Et je termine en remerciant les Copas, mes Patreon, pour tout leur soutien au contenu que je crée. Si jamais ça vous tente de les rejoindre, d'avoir accès à notre Discord de discussion, nos lectures communes, pas mal de contenu exclusif. Surtout dernièrement, j'ai sorti pas mal de vidéos autour de mon mois à Édimbourg. Tout ça est disponible via le lien dans la barre de description. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.